Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors, des potagers sur les toits, des murs végétalisés, des fermes verticales dans les zones industrielles. C'est peu dire que l'agriculture gagne du terrain en ville, y compris dans le cœur de nos villes. Notre prise de conscience environnementale y est sans doute pour beaucoup. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nous allons voir quelle est la réalité aujourd'hui de l'agriculture urbaine, quels sont les champs du possible pour l'avenir. Nos invités, je vous les présente. Tout d'abord, Véronique Singès, bonjour. Bonjour. Alors Véronique, vous êtes chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale. Donc la personne idoine pour parler... Ça doit être alimentation, agriculture et environnement. Vous avez rajouté tellement de... Moi, j'étais de l'ancienne école, vous savez, on était à l'INRA. Voilà, c'était... Et alors, vous, c'est votre secteur de recherche, c'est justement, vous amène à travailler sur cette agriculture urbaine? Oui, exactement. J'appartiens à une équipe qui a été fondée il y a quelques années par Christine Aubry, qui s'appelle justement Agriculture urbaine. Alors, agriculture avec un S et urbaine aussi pour montrer la multiplicité des formes d'agriculture urbaine. Donc c'est une équipe qui est pluridisciplinaire et on travaille donc sur toutes les formes d'agriculture urbaine, voire même les formes d'agriculture que l'on qualifie de périurbaine. Et donc on s'intéresse à toutes les fonctions de l'agriculture urbaine et personnellement je suis économiste et je m'intéresse plus particulièrement au modèle économique des fermes urbaines professionnelles. Alors justement, de l'économie, on va en reparler dans un instant. Je voudrais qu'on accueille également Emmanuel Geoffriou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes professeur à AgroCampus Ouest et vous êtes créateur d'un MOOC consacré à l'agriculture urbaine. C'est quoi un MOOC consacré à l'agriculture urbaine? C'est un cours en ligne destiné à beaucoup de gens. Donc le principe c'est Massive Online Open Course, donc qui est ouvert à tous. Et qui s'adresse à beaucoup de gens. Là, pour la première édition, on avait ainsi plus de 15 000 inscrits à ce MOOC. Alors, je ne suis pas le créateur, hein, je fais partie de l'équipe qui a mis en œuvre ce MOOC avec des collègues de l'INRA comme Véronique Singès, de l'ENSAT de Toulouse et un acteur de terrain qui s'appelle les Cols Verts qui agit sur justement ces activités d'agriculture urbaine dans nos villes. Et qu'est-ce qu'on apprend via ce MOOC ? Justement, comme l'agriculture urbaine interpelle beaucoup de gens, c'est un mot-clé aujourd'hui qui fait réagir beaucoup. Donc c'était justement de bien présenter pour un public assez large, mais également en visant notamment les gens qui sont des porteurs de projets, qui s'intéressent ou qui s'interrogent sur le fait éventuellement de se reconvertir vers des activités qui sont en lien avec l'agriculture urbaine, mais de mieux savoir ce que c'est, de mieux connaître le contexte, le lien avec les systèmes alimentaires territoriaux, avec les circuits courts, les modèles économiques, les aspects techniques, mais également des aspects de montage de projet pour pouvoir ou non déboucher sur un projet de reconversion, voire de création d'activités en lien avec l'agriculture urbaine. On va retrouver notre troisième invité, Gino Boismorin, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Végépolis, c'est quoi Végépolis ? Alors d'abord c'est Végépolis Vallée et c'est un pôle de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont pour fonction de rapprocher les interlocuteurs entreprises et les centres de recherche et de formation pour essayer de développer des innovations et ainsi favoriser la compétitivité du secteur économique. Alors, moi, il y a une question que je voudrais vous poser. Alors, je ne sais pas qui pourrait répondre, qui pourrait être le premier à répondre, mais c'est quoi la réalité de l'agriculture urbaine aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de démarrer ou est-ce que c'est uniquement des initiatives d'élus locaux qui essayent en période électorale de verdir leur politique? Alors, Véronique. Je peux répondre. Alors, la réalité de l'agriculture urbaine, elle est vraie. Et on voit un réel engouement et un réel développement de projets d'agriculture urbaine. Et si on doit s'intéresser à l'agriculture urbaine, déjà, dans un premier temps, je la dissocie en deux parties. L'agriculture urbaine que je vais qualifier professionnelle, où on a des structures, qu'elles soient de forme, je dirais, coopérative ou de forme
sociétés anonymes ou SARL communes, qui vont faire entre guillemets du business et à travers la production alimentaire, qui vont faire du chiffre d'affaires. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a l'agriculture urbaine que l'on qualifie de non marchande, qui est représentée par tout ce qui est jardin partagé et ex-jardin ouvrier. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on a vu depuis le 19e siècle. On voit que l'agriculture urbaine ou périurbaine, à chaque crise économique, on voit apparaître de nouveau un engouement et un développement des formes d'agriculture, je dirais, petites parcelles qui se développent dans les villes. Donc aujourd'hui, on va dire que l'agriculture urbaine professionnelle s'est beaucoup développée sous l'impulsion d'entrepreneurs, mais aussi accompagnée par les élus locaux, et notamment, je dirais, l'opération la plus symbolique et la plus représentative, c'est l'opération des pariculteurs qui a été menée par la municipalité de Paris, qui a donné à peu près une quarantaine de sites par an depuis maintenant 4 ans pour implanter de l'agriculture urbaine. Donc il y a une vraie réalité. Je dirais qu'en termes d'agriculture professionnelle, aujourd'hui, on compte à peu près 150, je vais dire, entreprises qui existent et qui font du chiffre d'affaires. Est-ce qu'elles vont vivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça, aujourd'hui, on peut pas vraiment le dire. Mais il y en a qui existent depuis à peu près, je crois que la plus vieille, elle doit avoir au moins à peu près 10 ans d'existence. Donc, il y a quelque chose qui existe. Aujourd'hui, face à toutes les crises que l'on voit, sanitaires, environnementales, économiques, les municipalités se sont aperçues que leur territoire n'était plus, je dirais, résilient en termes d'alimentation. Donc, il y a eu mis en place à la fois par le gouvernement et je dirais, dupliqué dans les régions des plans alimentaires territoriaux. Et c'est à l'occasion de ces plans alimentaires territoriaux qui sont là pour remettre en place de la production alimentaire locale, qui protège l'environnement, qui a plein de bénéfices, que se favorise et que les municipalités favorisent notamment l'implantation de formes d'agriculture urbaine. Et pourquoi on voit beaucoup les municipalités interagir dans ces plans alimentaires territoriaux et dans la création de ces fermes urbaines? C'est qu'en fin de compte, la ville, initialement, n'avait pas dans sa législation et dans sa réglementation l'agriculture comme activité. Donc aujourd'hui, les collectivités territoriales sont partie prenante de l'implantation de ces formes d'agriculture urbaine. Alors moi, je voudrais qu'on parle avec... Attendez, une seconde, Véronique, je voudrais qu'on parle avec Emmanuel de la formation, de ce qu'on pourrait appeler les agriculteurs urbains. D'abord, est-ce que vous avez une idée du profil? C'est quoi? C'est l'agriculteur qui a vu les cités, les bars de HLM arriver dans ses champs et qui fait de la résistance, ou ce sont des nouveaux agriculteurs? Ben, c'est ça, c'est les deux groupes, on va dire. C'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en situation périurbaine, ce qu'on appelle classiquement le maraîchage périurbain, donc qui se situe à la frange des villes. Ce sont des gens qui sont des professionnels de l'agriculture et qui se retrouvent à soit bénéficier du contexte urbain, un pôle de consommation très important à proximité, mais qui aussi subissent un peu les contraintes sur le foncier, sur la circulation, enfin, etc. Donc ça, c'est un profil, on va dire, peut-être un petit peu classique en termes de formation. Et puis, il y a tout un pôle de nouveaux acteurs qui souvent viennent d'ailleurs de l'extérieur du milieu agricole. C'est des gens qui viennent d'autres secteurs, secteur informatique, d'écoles de commerce, etc. et qui veulent développer ces activités pour des buts soit de production, d'alimentation, mais aussi pour des aspects de d'approche sociale et solidaire. Et ces gens-là ont moins de formation technique, mais apportent d'autres choses qui sont très importantes quand on développe ces projets d'agriculture urbaine, qui sont des aspects de communication. Contrairement aux agriculteurs classiques, il n'y a pas le poids de la tradition derrière?
Voilà, donc c'est là où l'agriculture intra-urbaine et ces projets-là sont intéressants parce qu'ils font un peu, ce sont aussi des laboratoires de nouvelles approches, de nouvelles techniques qui pourraient être aussi bénéficier à l'agriculture, on va dire, un peu plus classique. Et inversement, cette agriculture classique se mobilise par rapport à ces aspects notamment d'alimentation plus traditionnelle. Mais en tout cas, ils apportent un nouveau regard et puis des outils en termes de communication, de relations avec les gens, etc., des nouvelles approches qui sont tout à fait intéressantes également. Gino Boismorin, on va parler de ce que font pousser ces agriculteurs en ville ou autour des villes. Est-ce qu'ils font pousser les mêmes choses que nos agriculteurs de la Corrèze, du Cantal ou que sais-je encore, de Normandie ? Alors, peut-être de rentrer dans une réponse plus précise, rappeler que à l'échelle de Végépolis Vallée, on est plutôt sur le végétal en ville, c'est-à-dire qu'on a la fonction alimentaire agriculture, mais on a aussi des fonctions qui sont plus liées à l'ornement, où on peut avoir du végétal qui a des fonctions en matière environnementale, que ça soit par rapport à la gestion des températures, au volet paysager, à la gestion des pollutions, par exemple des pollutions urbaines. Donc on a cette approche, sans oublier l'approche qui a été introduite par mes prédécesseurs, qui est l'approche sociétale, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ces agriculteurs, si on met de côté tous ceux qui sont plutôt dans des espaces partagés et qui produisent des aliments pour leur propre compte, les autres ont effectivement des produits qui sont, on va dire, assez proches de ce que pouvaient produire les agriculteurs de manière plus traditionnelle. Par contre, les conditions de production sont totalement différentes et on trouve des gens qui font des choses très high-tech avec ce que vous avez appelé des fermes verticales, et on a quelques exemples. Alors, des exemples qui ont trouvé le modèle économique qui leur permet de dégager un produit directement sans autre intermédiation marchand. Ça reste encore l'exception. En tout cas, sur le territoire national, c'est pas vrai à l'international. Il y a des zones dans le monde où là, il y a une valorisation possible. Et après, dans les conditions de production, donc ces sujets qui sont des producteurs de végétaux high-tech, ils vont avoir des conditions différentes, donc ils vont avoir des besoins. Alors, si on parle, puisqu'on est sur la journée semence ou plan, ils vont avoir des besoins spécifiques aux conditions de production. C'est-à-dire que une semence qui est utilisée dans des conditions traditionnelles ou une semence qui est valorisée dans une ferme high-tech, c'est pas la même semence. Donc il y a des vrais besoins d'accompagnement en innovation, tant sur le volet des technologies qu'on va mettre en œuvre, et là le pôle est là pour ça, et aussi sur des volets plus innovation variétale, et là aussi ça fait partie des axes technologiques du pôle. Alors, Véronique, je voudrais qu'on conclue cette séquence. Vous parliez tout à l'heure du business model, de l'économie, de la rentabilité. Aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a une véritable rentabilité. Ceux qui se lancent dans cette aventure gagnent de l'argent ou pas ? Certains, oui. Certains sont encore trop jeunes pour être dans dans un système de rentabilité. On a assez peu de chiffres aujourd'hui sur les indices de rentabilité de ces fermes. Ce que l'on voit, c'est que il faut savoir que comme le disait Emmanuel, et comme ce qui vient d'être dit, les agriculteurs urbains aujourd'hui, notamment ceux qui sont en intra-urbain, produisent dans des conditions contraintes. Donc, ils produisent sur des petites parcelles. Donc, en fait, ils ne font pas que de la production alimentaire. Ils font aussi pour certains, ils vendent aussi des services, des ateliers de team building, des ateliers pour apprendre aux enfants à bien manger, pour apprendre à cultiver. Ils font aussi, certains vendent aussi des services de maintenance d'entretien, de potager ou de contrôle de systèmes de production alimentaire. Donc aujourd'hui, je dirais, je peux pas vous donner de chiffres, vraiment, je l'ai plus en tête là tout de suite, mais il y a quand même beaucoup de porteurs d'agriculteurs urbains qui vivent de leur activité. Donc, ce qu'on sait, c'est que plus la parcelle est petite et inférieure à l'hectare et demi, plus il faudra associer d'autres activités à celle de la vente d'une production alimentaire. Emmanuel Geoffriot, il nous reste 40 secondes.
Question courte, c'est l'avenir, l'agriculture urbaine? C'est une forme de l'avenir parce qu'à un certain moment donné, on pensait que c'était une mode, mais en fait, c'est une mode qui dure, qui s'inscrit dans la durée, qui est une réponse à certaines contraintes fortes de certaines villes dans le monde. Nous sommes un grand pays agricole, mais on voit bien que l'agriculture urbaine dans nos villes répond à des nouveaux besoins et vont participer, en tout cas, à la résilience. Justement, c'est un facteur de résilience de nos villes aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur le plateau de Village Semences.